Salut les zombies, l'émission d'aujourd'hui va être encore exceptionnelle. Mais avant, on m'a dérangé pour que je vous lise un communiqué, ce que je vais faire. En fait, c'est juste pour vous signaler que l'émission est présentée en partenariat avec Horreur Fanatique, une boutique de plein de jouets, plein de choses à voir d'horreur, etc. C'est parfait. Au marché Opus Saint-Michel, au local 240. Allez-y, ils sont excellents. Mais ils font aussi un encamp tous les samedis de 18 à 23 heures sur leur site internet horreurfanatique.ca. Ne manquez pas ça, c'est parfait. On est présenté aussi avec les films fanatiques. Pareil au marché Opus, c'est au même endroit, juste en face, à 5 minutes du métro. Là, c'est plus pour de la vente, de l'achat et de l'échange de films en tout genre. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Et avec aussi la microbrasserie, les bières philosophales de Mirabel. Allez-y aussi pour boire un coup, ils sont parfaits. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est l'émission qui commence. On y va. Salut tout le monde et re-bienvenue à cet nouvel épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast, vodcast ou whatever. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Va très bien. On est en forme. Yes, ben moi j'ai eu ma deuxième dose aujourd'hui, donc si je m'évanouis ou que vous m'entendez plus ou que je commence à avoir chaud, c'est normal, mais continuez le show sans moi et quelqu'un d'autre comptera une anecdote à la fin du show si jamais ça l'arrive. Hey, cette semaine, on reçoit, c'est l'été, il fait chaud. Qu'est-ce que ça veut dire en été à Montréal qu'il fait chaud? Il y a des festivals. Quel festival qu'on aime, nous autres, Fantasia. Et cette année, le film d'ouverture de Fantasia, c'est Brain Freeze, un film québécois. C'est assez rare que des films québécois qui rouvrent Fantasia. C'est arrivé quelques fois dans les dernières années, mais quand même, on est très content d'avoir le réalisateur de Brain Freeze avec nous, Julien Knafo. Il va venir nous parler de comment il a fait ce film-là, de sa carrière et tout. Mais avant, on y va avec le petit tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. So, j'étais en train de me dire, Colin, je commence à avoir du vieux linge. Je porte tout le temps le même linge. Je me suis dit, il faut que je renouvelle un petit peu ma garde-robe. So, je me suis dit, bon, ben moi, je porte des t-shirts d'horreur, c'est clair, tout le monde porte ça ici au podcast. Je me suis dit, OK, je vais acheter des t-shirts. Mais ça me tente pas de payer une maudite fortune pour des t-shirts. So, qu'est-ce que je fais? Ah, ben, je vais commander au Canada. Mais là, au Canada, qu'est-ce qu'il y a comme maudite compagnie qui vend des t-shirts? Là, j'ai demandé sur Facebook, comme qu'on fait souvent. Je dis, hey, connaissez-vous une place au Canada qui vend des t-shirts d'horreur? Et là, on m'a présenté à plusieurs compagnies, dont Redbubble. Si vous n'avez jamais vu Redbubble, allez voir ça. Je vous dis, ils ont à peu près 20 000 différents designs d'horreur. Et on parle pas juste là, de print, là, de posters, on parle de comics, cute, sanglants, t'as toutes sortes d'affaires, t'as des t-shirts normales, des long sleeves, baseball shirts, des hoodies. Écoutez, je me suis fait une liste là-dedans de 300 t-shirts en tant que favori. Je me suis dit, OK, je vais les acheter au fur et à mesure. Et là, je me suis acheté celui de Friday the 13th. J'en ai acheté un de Stranger Things mélangé avec Neverending Story. Anyway, quand je vais les avoir, je vais vous les montrer. Voilà, tu les as pas, donc oublie-moi ce tour de table pourri là encore. Salut les zombies! Je sais plus quoi dire. C'est plus quoi dire, hein? C'est fini? OK. Bon, ben moi, je vais y aller vite parce qu'habituellement, il me coupe aussi. J'ai reçu mon Rumorg. Je suis abonné au Rumorg, évidemment. J'ai écrit pour Rumorg. J'aime Rumorg d'amour. Donc, très cool ce mois-ci, comme d'habitude. J'ai reçu, tu parles de t-shirt.
j'ai pas reçu ce T-shirt-là de Fright Rags que j'avais déjà commandé. J'ai reçu d'autres choses de chez Fright Rags qu'on aime beaucoup. Fright Rags qui font des choses qui sont pas des T-shirts. Là, je t'en ai montré des crayons de cire parce que j'ai commandé un livre à colorier de Silent Night, Deadly Night. C'est comme malade. Là, je vais te montrer 2 secondes. Tu sais, tu vois le Père Noël qui est en train d'étrangler quelqu'un avec une lumière de Noël. Tu peux le colorier. C'est vraiment cool. J'ai commandé ça parce que ça coûtait pas cher, mais parce qu'il donnait aussi, avec tout achat, un magazine spécial Fangoria sur des suites de Texas Chainsaw Massacre qui n'ont pas eu lieu. En fait, quand ils ont essayé de faire des suites dans les années 70, fait que c'est un article super intéressant avec des sketchs puis tout ça, des petits bouts de script, puis vraiment intéressant. Sinon, je suis allé aussi acheter des choses chez des gens que j'ai acheté via Marketplace. J'ai acheté une figurine de Robocop. Il est vraiment cool. Ses yeux allument. Je peux déjà m'imaginer les gens en train d'écouter le podcast en se disant pourquoi ils ont déjà des bébelles qui jouent avec eux autres. Ils font du bruit. Puis ça, c'était 93, je pense. Puis tu sais, dans les années 80, là, ils ont fait des figurines de Robocop pour les enfants, dans lesquelles tu pouvais mettre des pétards à mèche. Pas des pétards à mèche, mais des pétards en arrière, des pétards en papier, là, tu sais, que tu faisais. Oui. C'est complètement fou. Tu sais, c'est un film quand même 18 ans et plus, on s'entend. Là. Donc, ensuite de cela, j'ai trouvé aussi sur Marketplace un beau coffret, 4 disques de Laserdisc de Jaws, l'original de 75. Fait que tu as plein de documentaires là-dessus. Il est vraiment cool. Moi, je collectionne, tu sais, non seulement les VHS, les bêta, les Laserdisc, tout le kit. Aussi, là, je vais vous montrer rapidement. J'ai reçu mon Mondo, mon vinyle de Ninja Eliminator, de Turbo Kid. Oui, de la gang de Roadkill Superstar. Ouais. Le beau dessin, là, on le voit mal à cause du reflet là, de Donald Caron, qui a fait plein d'affiches pour Fantasia. Maurice Roy, qui a fait le layout du vinyle. Puis finalement, en finissant rapidement, ça commence à être long ton affaire. Je sais. Once Upon a Time in Hollywood, le roman, parce que je suis un gros fan, puis j'ai trouvé aussi un roman de Running Man. Puis Annihilation, DVD du film de science-fiction. Moi, je l'ai trouvé mauvais film. Très, très cool. Puis parce que Zombler, il va me couper très bientôt. Là. Anthrax, c'est un excellent band. Vous irez écouter avec Charlie Benante. Il vient de dépenser sa paye au complet cette semaine. Et voilà. Ben non, Marketplace, ça coûte rien. Moi, j'ai reçu 2 films que j'ai reçus ce matin. Le premier, c'est Raw Meat. Devinez quoi, que je n'ai jamais vu et que je vais regarder éventuellement. Mais l'autre, j'ai le 4e scanner. Quand on a fait notre entrevue, on a parlé avec Pierre David. Je me suis rendu compte que j'avais pas ce scanner-là. J'attends le double feature de Vinegar Syndrome de Scanner Cup 1 et 2 qui s'en vient bientôt. En fait, il est chez Francisco. Francisco, je vais passer chez toi à venir chercher ça. Mais j'avais pas ce dernier scanner-là. Je les avais vus. Un hasard sur un groupe de Facebook que le gars, je pense, le vendait 7 piastres, qui est vraiment pas cher. Donc, go! Fait que va falloir que je me mette à écouter mes scanners. Et aussi, j'ai regardé, mon enregistreur était plein de films de Frisson TV. Donc, j'ai regardé 2 films. J'ai regardé L'Arme du clown, version française de Out of the Dark avec Karen Black. Qui est un film obscur des années 80. Et là, j'ai commencé à écouter The Majorette, qui est un autre film obscur, mais en fait, qui est réalisé par quel est son nom, excusez? Qui est Bill Hinzman. Bill Hinzman, qui est le premier zombie dans Night of the Living Dead qu'on voit, qui a réalisé 2 films dans sa vie, dont The Majorette. Et ça a été écrit par John Russo. Je pense qu'ils sont pas bons, ces films. Ben, écoute, à date, ça fait 25 minutes puis que je le regarde. J'ai pas encore terminé, c'est ça. Puis moi, je veux prendre un petit 2 secondes avant que tu me coupes, Zomblar. J'étais sur Facebook la semaine passée et je parle à toi, le fan d'horreur qui chiale des fois contre Frisson TV en disant « Ah, mais là, je regarde, là, Jason ne joue jamais, puis Freddy, puis Halloween. Si tu es un fan d'horreur, puis tu veux regarder une chaîne spécialisée d'horreur, puis tu veux juste regarder ces films commerciaux-là,
ça marche pas. Là. Ben je veux non, dire, c'est ça. Frisson TV est là pour te faire découvrir des choses que peut-être que tu n'auras jamais vues, des vieux films. C'est super intéressant. Des fois, il y a un Friday the 13th qui passe, puis il y a une grosse question de droit au travers de ça qu'ils peuvent aller chercher. Mais s'il vous plaît, arrêtez de chialer, puis si vous voulez regarder Halloween, ben sortez votre coffret Scream Factory, mettez-les dans votre DVD, dans votre Blu-ray, puis regardez-les. C'était mon petit message, et Ben, voilà. Je suis bien d'accord avec toi, mon Steve. Ça me parce que rend pareil. fou, ça me rend fou. Ouais. t'es T'as chialeux. raison, tous les chialeux, là, allez, barrez-vous. On s'en fout. Bon, ça va durer juste 2 secondes parce que vous savez que je suis fan de Godzilla, donc j'ai reçu leur dernière bod. Ah, C'était sympa, mais c'était quand même de la merde. Mais bon, cool. Bon, wow, hein, ça c'était 2 secondes rapides. Ben, écoutez, merci, messieurs, pour le tour de table. Et là, sans plus tarder, accueillons le réalisateur de Brain Freeze, le film qui va ouvrir le festival Fantasia cette année, Julien Knafour. Hey! Hey, salut. hey, salut! Merci de l'invitation. Ben, merci beaucoup d'être là, mon Julien. Écoute, parle-nous de toi. On va commencer ça rapidement. T'as fait beaucoup de courts-métrages, tu fais de la musique aussi. Qui est Julien Knafour? Vas-y, lâche-toi lousse, on t'écoute. Wow! C'est bien Knafour. Ben, écoute, je psychanalyse ça depuis une couple d'années. Mais effectivement, j'ai fait, en fait, mon background est Brébeuf. J'ai fait des cours de cinéma là-bas. J'étais en communication. Après, j'étais à Concordia. Passionné de cinéma, beaucoup. J'aime bien dire que j'ai découvert le cinéma par Philippe Lesage, qui est un réalisateur que vous devez connaître, qui est revenu dans notre univers québécois parce qu'il s'est un peu exilé à un moment donné. Et c'est très intéressant parce que je raconte cette anecdote parce qu'il était à Brébeuf avec moi et je l'ai perdu de vue et il était ailleurs dans un autre pays. Il est revenu au Québec et il a fait 3 très, très beaux films qui sont évidemment pas des films d'horreur. Mais j'ai compris par lui que le cinéma pourrait être un métier. Et donc, depuis ça, j'ai suivi le parcours Brébeuf-Concordia et je suis rentré dans le monde de la SODEC. J'ai eu 2 courts-métrages subventionnés. J'ai eu la chance de faire 3 clips avec des artistes super intéressants. Pas beaucoup de clips, mais c'était quand même Pierre Lapointe, le premier clip que j'ai fait. Et j'ai été chanceux là-dedans. Et après, en fait, mon deuxième court-métrage qui s'appelle Magasin est un film excessivement ambitieux. Et comme Brain Freeze, je crois, était un film qui n'avait pas vraiment les moyens de ses ambitions, mais c'est intéressant de voir comment je compare les 2 œuvres d'une certaine manière. Et donc, j'ai fait Magasin, et après, j'ai fait, pendant plusieurs années, de la publicité, mais je suis entré dans un monde très, très fermé, c'est-à-dire que j'ai été dans une compagnie comme directeur de création, et on a monté une boîte interne dans cette compagnie-là où on créait tout. On était comme l'agence, on était comme la boîte de pub et on était aussi, je veux dire, tout était intégré. Donc, ça, j'ai monté ça pendant plusieurs années. Et entre-temps, j'ai fait un film avec 4 réalisateurs que vous connaissez certainement, mais en tout cas, Nicolas Bolduc, qui est un directeur photo très connu. Et, ma conjointe de l'époque était Marie-Hélène Panisset et un assistant réalisateur maintenant très connu, Fabrice Barillet. Un film qui s'appelait Lucidité passagère. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était une adaptation d'une pièce de théâtre pour laquelle j'avais fait la musique. Donc, oui, je fais de la musique de film aussi. La musique de film est arrivée un peu par accident. Je faisais de la musique pour mes films à Concordia. Kim Nguyen était avec moi, m'a demandé de faire de la musique pour son court-métrage. Bon an, mal an, j'ai fait la musique de ses 2 premiers longs-métrages. Ça vient moins naturellement, donc j'adore la musique, mais j'adore surtout faire la musique de mes films. J'adore surtout faire de la musique que j'aime. J'ai plus de la difficulté à faire de la musique commandée par les autres qui, des fois, demandent des styles qui sont moins faciles pour moi. Donc, la musique est une passion que je garde un peu de côté pour mes projets à moi. Quelle sorte de musique tu composes habituellement? Ça ressemble à quoi ce que tu fais comme musique? Alors, j'ai toujours été très passionné par la musique sur l'image. Donc,
sais, je te donne un exemple. Quand j'ai entendu Carmina Burana la première fois de ma vie, ça a été comme une révélation. Parce que c'était épique. Je voyais des scènes, je voyais, tu sais, le Requiem de Mozart. Donc, toutes ces choses-là, il y avait du classique là-dedans, mais il y avait aussi du Sting. Cette chanson qui est merveilleuse sur la Russie, je pense que c'est son premier album, je ne sais pas comment ça s'appelle. Très cinématographique, très, très belle. Donc, à chaque fois que j'écoutais de la musique, soit d'artistes, de la musique classique, c'était beaucoup des musiques qui avaient déjà quelque chose d'imagé, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire que j'ai été un des premiers fans de Hans Zimmer. Oh, man, c'est excellent. Et c'était vraiment à l'époque de, tu sais, je me souviens, c'est sûr, quand j'ai écouté Black Rain, j'avais déjà aimé certaines de ses musiques. Et je me souviens, Black Rain, il y a une scène extraordinaire. C'est certainement pas le meilleur film de Ridley Scott. Mais quand même. Mais la musique que Hans Zimmer a faite dans ce film-là était révolutionnaire. Dans le sens de, le producteur est rentré dans le studio et l'a engueulé tellement fort en lui disant que ce qu'il faisait, c'était tellement de la merde, son côté électronique était tellement mauvais qu'il est tombé dans les pommes. Ah ouais. Ouais. Et cette musique, par la suite, a été utilisée sur tous les trailers. C'est vrai. Hein? Moi, je suis un gros fan d'Inception. Le soundtrack, c'est comme l'un des soundtracks que j'ai le plus écouté. Et Inception, c'est Hans Zimmer déjà rendu au top. Champion des gars dont on va se souvenir, c'est-à-dire un peu comme, tu sais, j'ai envie de dire un peu comme certains réalisateurs qui font des films qu'on veut imiter. Comme en musique, c'est-à-dire que des gens créent, à mon avis, des choses qui sont tellement uniques que les gens veulent l'imiter et ne le font jamais aussi bien. Quentin Tarantino, quand il a sorti Pulp Fiction, on a eu tous les faux Pulp Fiction. Ah oui, il y en a tellement eu des années 90, des wannabes. Ouais, exact. Hans Zimmer a été un de ses pionniers, à mon avis. Il a été vraiment quelqu'un, mais il a dû prendre des risques. Il s'est évanoui à cause de ça. Wow. Mais c'est quelqu'un qui était, lui, il parle beaucoup du fait qu'il était européen. Ça l'a beaucoup guidé dans sa façon de travailler musicalement. C'est-à-dire que il sortait complètement des arrangements orchestraux. C'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment, il parle de ça parce qu'il pense que c'est quelque chose qui est plus européen. C'était vraiment le son que tu pouvais sortir à partir de ce que tu voyais, plus que la trompette va là, le tambour va là, tu sais, ce qu'on a créé comme musique pendant tant d'années. Et un feeling intérieur, juste un feeling intérieur. Et donc, c'est devenu quelque chose de très, très personnel. Les Européens sont quand même reconnus pour faire des films beaucoup plus intériorisés que les Américains. Et donc, musicalement, il y avait peut-être un peu de ça. Et donc, la question, pour revenir à ta question. En fait, la question, c'est, ouais, pour la musique, mais là, je pense qu'on est rendu au moment de notre chronique en rafale, parce que qu'est-ce qu'on aime, nous, c'est en savoir plus sur les gens, sur les intérêts de nos invités, sur qu'est-ce qu'ils aiment, parce qu'on parle de la carrière et tout, mais là, on est rendu aux questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Parce que c'est ça, on laisse souvent les invités parler, mais on a nos chroniques qui arrivent. Ça n'a pas l'air de ça, mais c'est rodé au quart de tour. J'ai tellement tendance à... Et c'est correct. C'est correct, c'est ça qu'on veut, nous autres. Ben oui. Ben non, mais c'est numéro 1. Là. Christophe va te poser des questions en rafale, puis après, on va jumper dans Brain Freeze, parce que moi, j'ai vraiment plein de questions à propos de Brain Freeze, mais là, je vais laisser Christophe te poser ces petites questions. Question rafale, là, Julien, ça se trouve à être des questions qu'on ne veut pas que tu réfléchis trop. On veut que la première réponse qui te vient en tête,
sais, puis ouais, c'est ça. Instinctivement, c'est des questions qui vont être peut-être difficiles à répondre. Tu sais, qu'on demande c'est quoi ton préféré de tel genre, c'est quoi. Mais on va y aller au feeling. Puis il y a des questions qui sont plus comme c'est quoi ton dernier film d'horreur que tu as vu? Le dernier film d'horreur que j'ai vu, tu sais, là, c'est poche parce que là, ça fait appel à ma mémoire. Mais je vais te dire, le premier film qui me vient en tête, c'est Cabin in the Woods. Mais j'en ai vu d'autres après, je le sais. OK. Mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Donc, c'est correct. Ouais. Le tout premier film d'horreur que tu aurais vu étant tout petit? Pet Cemetery. Pet Cemetery. Nice. Ah ouais, hein? Quel chef-d'œuvre. Avec à dormir après, là. Zelda, là. Rachel. Je voyais la patte du fantôme là, qui apparaissait près de mon lit. Celui-là qui t'a le plus terrifié étant jeune. J'allais dire The Shining, mais c'est pas vrai. Celui qui m'a le plus terrifié, c'est drôle, tu disais Robocop. Robocop, je suis allé le voir avant d'avoir 18 ans, comme tout le monde. Ce n'est pas un film d'horreur, mais ça m'a fucking marqué parce que la violence. C'est violent. Très violent. Tué, là, j'étais bouleversé. J'appelle ça de l'horreur. Peux-tu dire ça? Ben Non, oui, oui. tu peux. Effectivement. Écoute, oui, un film, The Exorcist. Comme beaucoup de monde. C'est viscéral. C'est viscéral. Ton réalisateur de cinéma de genre préféré, ça serait qui? OK, je ne dois pas réfléchir, ça réfléchit, je ne peux pas réfléchir. Tu peux prendre quelques secondes. Il vient de mourir, j'ai envie de parler de lui. Celui qui a fait Lethal Weapon. Richard Donner. Richard Donner, c'est mon réalisateur préféré. Et quand j'ai entendu qu'il était mort, j'ai comme fait Christ. C'était solide. C'était solide ce qu'il faisait à chaque fois. Et il n'a jamais été comme. Il n'a jamais été reconnu comme révolutionné quoi que ce soit. Et il est parti, puis j'ai comme fait shit. Oh man, Lethal Weapon. Ouais. C'était quelque chose, là, tu sais. Goonies, c'est un de mes films favoris. Ouais. Oui, The Goonies, The Omen, Superman, tu sais, c'est un grand réalisateur. C'était solide, tu sais, c'était comme. Puis il n'y avait pas beaucoup de failles. Non. Il y a très peu de films qui a fait qu'ils n'étaient pas. Tous ces films sont, pour la plupart, très, très bons. Et encore, très le fun à regarder. Je pense à lui, parce qu'on a parlé de lui récemment. Je suis complètement d'accord, c'est un des grands. Puis sous-estimé, comme tu dis. Puis The Omen. Si vous n'avez pas vu ça à la maison, The Omen. Ça s'appelle Question en rafale, le truc, là. Julien, est-ce que tu es collectionneur? Non, pas du tout. C'est correct. C'est épuré chez toi? Je ne sais pas que c'est épuré. Des fois, ça s'accumule, mais c'est juste parce que je suis paresseux. Okay. Quand tu es rendu avec des petits bonhommes de plastique partout, comme Chris. Ranger ou à se jeter. Je l'ai été un tout petit peu à un jeune âge, mais non, c'est pas de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus besoin avec les plateformes. On va y aller dans les. J'ai jeté tous mes DVD. Je les ai digitalisés. Je ne les ai pas jetés. Je les ai appris à l'aubainerie, à l'aubainerie. Okay. Mais donc, oui. Je me dis, les gens gardent leurs DVD, pas moi. Moi, je les ai donnés, je les ai digitalisés, je les ai sur un disque dur. Si jamais tu en as d'autres à donner, tu nous le diras. Désolé. Là, on va aller vers les zombies, hein, parce que Brain Freeze, tout ça. On a ton film de George Romero préféré? Écoute, c'est vraiment celui dans le supermarché, parce que il y a là-dedans, je pense, le début d'une nouvelle ère par rapport à la compréhension que le zombie peut être une critique sociale, il peut être tout et rien à la fois. Pour moi, c'est là que ça s'est passé. Est-ce que ça serait ton film de zombie préféré aussi, ça? Non. Mon film de zombie préféré, 21 Days Later, ou 28 Days Later. 28 Days Later, oui. Ouais. Et l'anglais, là, celui qui joue dans Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, ah oui, nice. Ton film de genre québécois ou canadien préféré?
Ben, Canadien, Grönberg, certainement sur les frères. J'ai trouvé fascinant ce film-là. Comment ça s'appelait? Les deux frères, joués par Cohen? Ring. Vous ne savez pas les deux frères, Jeremy Irons, les deux frères. Dead Ringers de Dead Cronenberg. Ringers. J'ai trouvé ça. Et j'ai Scanners, le premier. Maintenant, québécois, définitivement, j'ai un souvenir indélébile dans le ventre du dragon. Ah oui. Oh my God. Yves Oui. Simoneau. Ouais. Génial. Puis là, on a une dernière question. C'est, en fait, deux dernières questions. Une question qui est vraiment tough, là. Ça, c'est vraiment difficile à trouver. Ton film d'horreur préféré. Les gens ont de la misère à trouver ça, absolument. Ben, c'est pas comme la question que tu m'as posée par rapport à si tu me dis le meilleur film de zombies. Mon film d'horreur préféré, c'est The Shining. The Shining. Oui. Puis la dernière question, la 13e question. Hein? Ton film sort le vendredi 13. Tout est dans tout. Freddy ou Jason? Définitivement Freddy, parce que l'univers du rêve me fascine. Parce que il y a. C'est ça. Parce que moi, Il y a ça beaucoup plus de possibilités, hein, tandis Mais qu'avec ça ouvre. Jason, c'est clac, 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 that's it. Moi, ça ouvre ces portes-là qui m'intéressent plus. L'univers onirique. Voilà. T'as deux fans de Jason ici, puis t'as deux fans de Freddy. Hey, écoute, je peux comprendre les deux parties, je peux les comprendre. Non, mais j'adore aussi Freddy. Mais il est en train de prendre une avance sur Jason. Hein. Au début, on demande ça à tous nos invités. Puis Jason était slasher haut la main au début. Et là, de plus en plus, Freddy a dépassé Jason à toutes les semaines. Je dis que je vais faire le décompte, puis j'oublie tout le temps. Mais on va vous revenir avec les chiffres éventuellement. Là, Julien. Si je peux me permettre une seconde. Vas-y. Ça, toujours, comme la dernière fois où j'étais avec vous, je trouve ça très intéressant et sympathique d'être avec vous parce que je ne suis pas à la base un fan du film d'horreur. Pourtant, tu connais beaucoup tes films d'horreur jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. J'adore le cinéma divertissant. Là-dedans, ça comprend l'horreur, évidemment. Mais c'est pas, je ne suis pas un collectionneur, je n'ai pas les posters de Freddy, je ne sais pas que vous l'avez ou pas, mais je ne pense pas que j'ai jamais été prédisposé à faire un film de zombies. En fait, je ne pensais pas. Ça va être dans mes questions à venir d'ailleurs. Je suis content d'avoir fait un. Ben, en fait, écoute, parlons-en de Brain Freeze. Comment que Brain Freeze est arrivé sur la table, en fait? Parce que tu viens de le dire, tu n'es pas vraiment un fan d'horreur. Et là, tu t'arrives avec un film que tout le monde dit un film de zombies québécois, qui je présume que tu vas nous dire que ouais, c'est des zombies, mais c'est pas vraiment juste un film d'horreur de zombies. Donc, comment c'est arrivé Brain Freeze sur la table? Je vais commencer par la simple réponse qui est j'avais envie d'un certain défoulement, je sentais une frustration, j'essayais de faire passer des projets Sodec Téléfilm, je sentais que j'étais beaucoup trop dans le il faut plaire à eux, et j'ai eu un écartement aigu de ça, et je me suis retrouvé à l'île des Sœurs, j'ai en fait fuck man, très drôle, un film de zombies à l'île des Sœurs. Je vais juste me faire plaisir. Je vais écrire un film juste pour me faire plaisir. Et là, j'ai écrit ce film et c'est devenu tellement autre chose que l'idée de départ. Et donc, tu m'aurais dit, et je répète toujours ça, puis je suis tanné de le dire, tu m'aurais dit que ça aurait pris, que j'aurais travaillé sur un film de zombies pendant 9 ans. J'aurais dit, fuck you, jamais de la vie. Mais, ce film-là, en 9 ans, a profité de ce temps-là pour devenir ce qu'il est maintenant. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que je dise quelque chose. Oui. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de films d'horreur québécois qui sortent parce qu'on le sait très bien, on nous boude beaucoup quand il s'agit de films d'horreur. Eh bien, je souhaite que tu aies beaucoup de frustration parce que si c'est une frustration qui t'a amené à ça, je veux voir plus de films d'horreur de Julien Gnafo. Tu sais quoi, depuis les 9 ans, ce qui s'est passé, c'est une ouverture des institutions dans le film de genre. C'est une belle
confrontation avec l'idée que Robin Aubert, on faisait un en même temps. Puis j'étais comme, ah, fuck, est-ce. Puis en fait, dans le fond, ça a été parfait. C'était extraordinaire. Son film va aider à faire le mien. J'ai appelé Robin, je lui ai dit, peux-tu mettre ton film quelque part dans mon film? Il existe dans l'univers de Brain Freeze. Son film existe. Tu verras. Et pourquoi? Parce que c'est le fun. Il y a tellement de gens qui veulent en faire du film de genre. Il y a tellement de gens qui ont du talent. Mm-hmm. Si on continue dans cette voie-là, on va réussir. On va vraiment faire des bons films. J'en suis convaincu. Et déjà, Robin a parti, c'est pas qu'il a parti de balle, mais tu sais, il en a fait quelque chose de très, très Robin. Personne ne fait un film de zombies comme celui-là. C'est un film qui appartient à Robin. Et donc, c'est la beauté du film d'horreur, et j'en parle souvent, tu sais. Le film de zombies comme le film d'horreur n'est pas codé dans le sens de « ils sont tous pareils ». Ils sont tous à l'image de celui qui l'écrit et le réalise. Et il y a de l'extraordinairement mauvais, comme il y a de l'extraordinairement bon. Ben oui, puis tu sais, tu cites celui de Robin, c'est génial ce film-là. Tu sais, en plus, bon, il a reçu des critiques dithyrambiques, il a gagné des prix, ça s'est ramassé sur Netflix. Tu sais, c'est quand même un beau rayonnement. Puis même, je te dirais, tu sais, oui, mais qu'il y ait des critiques bonnes ou mauvaises, c'est un film très proche de lui qui a énormément de valeur juste à cause de ça. Et qui, bon, d'abord parce qu'il est talentueux, il sait comment faire des films, il sait comment écrire. Donc déjà, tu sais, si quelqu'un sait comment écrire et comment filmer une histoire et décide de s'attaquer à un film de genre, ça va être intéressant. Puis comme tu dis, tu sais, il est allé... Que ce soit d'autres personnes comme ça. Puis c'est un film qui est près de lui. Il est allé tourner dans son patelin. Il a mis sa famille, ses amis là, dans le film. Toi, indirectement, tu as travaillé avec Roy Dupuis, avec le film Truffe, sur lequel tu as fait la musique, qui se retrouve dans ton film. Je ne l'ai jamais rencontré. Ça, c'est un... Non, c'est ça. C'est un beau hasard. Belle coïncidence. Puis j'ai appelé Kim Nguyen quand j'ai su que je faisais la première de Fantasia en lui disant « Man, c'est bien trop drôle, Chris. » Ah oui, vraiment. C'était avec Roy Dupuis. Puis Roy Dupuis a été le premier qui est embarqué dans le film, mais j'ai commencé à l'imaginer pas au début parce que le personnage est devenu lui. Okay. Et Roy Dupuis, je ne l'ai pas appelé pour autre chose que parce que soudainement le personnage était lui. Après, la question environnementale, oui, ça le touche. Ben oui. C'est à cause de ça que je l'ai approché. Je l'ai approché parce qu'un survivaliste un peu bien sur les bords, ben, un gars qui vit dans la forêt, un gars dur de la dure, qui ne sait pas c'est quoi un iPhone, il se retrouve devant un jeune de 15 ans, il lui dit c'est quoi TikTok? Ben écoute, quand je les ai mis ensemble, pour de vrai, les deux, pour de vrai, j'avais la discussion qui se reproduisait devant le film. Ah ouais? Moi, je ne sais pas ce que c'est TikTok. Il n'y en a rien à crisser. Et t'as l'autre garçon de 15 ans qui fait comme quoi? Je sais pas, c'est quoi TikTok? C'est quoi ton problème? C'est parfait, tu sais. Le clash des générations. Puis, tu sais, en plus, ça va chercher Roy Dupuis, qui est genre un beau bonhomme, un bon acteur, tu sais, une légende au Québec. C'est pas rien. Ben, je te dirais que j'ai découvert toutes les raisons pourquoi on dit de lui ces choses-là. Et c'est merveilleux. Écoute, j'ai des millions de leçons que j'ai apprises sur cette expérience-là. J'aimerais en écrire une série de livres. J'ai tellement d'anecdotes. Vous voulez raconter des anecdotes, j'en ai plein. Mais Roy, c'est justifié qu'il ait cette aura-là. C'est tout à fait justifié. Tu vois, c'est exactement le même commentaire que j'avais eu de Carniard, Eddie 69 et Thierry Bouffard quand ils ont travaillé avec lui sur Les Feuilles mortes. Les Feuilles mortes. Je ne sais pas si tu as vu, Julien, le film Les Feuilles mortes que j'ai adoré, qu'on fait il y a quelques années. Puis je l'ai pas encore vu. Roy Dupuis était dedans, puis ils m'ont dit exactement la même chose. Qu'est-ce que tu viens de dire à propos de lui? Moi, qu'est-ce que
là, il va falloir passer bientôt à notre prochaine chronique, mais il y a quelque chose que je trouve très, très, très ironique. C'est qu'au Québec, tout le monde dit que c'est hyper difficile d'avoir du financement pour faire un film de genre. Puis toi, tu avais de la misère à faire du financement, puis tu as dit, hey, je vais écrire un film de zombies. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis toi, tu as eu ton financement. C'est comme wow, là, quand même. Écoute, c'est parce que j'avais d'autres sources de revenus. Je me suis dit, si je suis pour faire ça et ne pas en vivre et ça ne marche pas, autant le faire pour le fun. Mais j'ai, dans ces 9 ans-là, vu la transformation dans les institutions. Je l'ai littéralement vu. Dans le premier dépôt où la personne me disait, l'analyste me disait, mais si le zombie a faim, pourquoi il ne va pas au supermarché? Ah, non, je suis sérieux, moi. Wow. Et la fille qui a 26, 27 ans, flippeuse, qui lit mon scénario, et qui a tout compris. Je l'ai vu, là. Fait que, tu sais, je le sais, on est sur la bonne voie, je sais que c'est vers ça qu'on s'en va, je sais que ça va être plus facile. Ce qui va être moins facile, c'est que par la démocratisation du médium, il y a tellement de talent que tout le monde se marche dessus. Ouais. Là, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un beau problème. Je ne sais pas comment dire, tu sais. C'est un beau problème parce que on a trop de talent et comment tu départis qui a raison? Évidemment, là, les gens disent que ça finit par être politique. Il faut des films des films de femmes, des films de genre, des films d'amour, puis c'est comme ça qu'ils finissent par trouver un espèce d'équilibre. Mais le film de genre, à mon avis, certainement, à la Sodec et Téléfilm sont très, très bien vus maintenant et même, ils en veulent. Mais ça a changé depuis, 5 ans peut-être. Ça fait pas longtemps que... Ben, je t'ai donné l'exemple de un à l'autre. Tu peux voir le chemin parcouru, tu sais. Et c'était très intéressant de vivre ça. Et ça m'a permis, moi aussi, de trouver, comment dire, ma forme d'intellectualiser ma création en me disant, je ne le fais pas pour, je le fais parce que j'aime ça, parce que c'est ça que j'ai envie de raconter. Après, je ne contrôle plus rien. C'est bien parce que tu n'as pas fait n'importe quoi. Par contre, notre chronique... Je sais pas si tu l'as pas vu encore. Peut-être que tu l'as trouvé de faire n'importe quoi. Par contre, notre chronique s'appelle le n'importe quoi, ce qui fait que c'est parti. All right, here we go. It's time for n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi on the road of the terror. Pour le n'importe quoi, j'ai décidé qu'on parlait des années 80 parce que je jasais à un moment donné avec JK, qui est un ami à nous autres, et puis JK, lui, est anti-années 80. Lui, il a besoin de voir des films qui sont nouveaux, tout frais, qui viennent juste de sortir du four. Puis cette discussion-là, je veux l'avoir avec vous autres, gang. Je veux que ce soit tout ensemble. Personnellement, moi, je suis un gros fan des années 80, comme beaucoup de monde le sont. Je veux savoir, vous autres, est-ce que vous êtes des fans plus des années 80 en ce qui concerne l'horreur et le science-fiction? On commence par qui? Je veux pas... Vas-y, Julien. Écoute, moi, je mélange beaucoup 80 et 90. Donc, ça, c'est le premier problème. J'ai tendance à croire que je suis fan de 85 à 95 pour faire le milieu des deux. Mais je suis très fan. Je suis très fan de ce qui s'est fait à cette époque-là, musicalement, artistiquement. J'ai trouvé et je trouve toujours qu'il reste beaucoup de choses qu'on a inventées, de codes qu'on a construits, qui ont été évidemment beaucoup trop refaits, mais qui sont, tu sais, moi j'ai été les premiers à aller dans les séminaires sur la scénarisation, comment écrire un scénario. Tu sais, fin 80, là, ils avaient décidé qu'ils savaient comment écrire un scénario. Sid Field, il disait, venez voir et vous allez tous savoir comment faire un bon scénario. Là, il présentait Witness avec Harrison Ford. C'est comme ça que ça doit se passer.
plot A, plot B, plot C. Puis, à un moment donné, les gens, ils ont fait « fuck that ». Puis là, ils ont raison. Ils ont eu raison de faire « fuck that ». Mais il y a eu, pendant cette période-là, une espèce de façon de construire qui a donné des choses hallucinantes et qui a aussi donné des choses qui se sont répétées beaucoup trop et dont il fallait se débarrasser. C'est-à-dire que je n'ai pas ce sentiment dans les années 70, 60, 50. Tu sais, j'ai ce sentiment que 80-90, il y a eu un moulage. Mm-hmm. C'est ça que je trouve bizarre, hein, parce que moi, je me suis toujours demandé, je dis, Colin, j'aime-tu les années 80 parce que c'est surtout dans ce temps-là que j'ai commencé à découvrir l'horreur. Je veux dire, toutes les grosses icônes de l'horreur, là, mis à part les monstres de Universal, on dirait qu'ils sont apparus, tu sais, dans les années 80. On parle de Jason, on parle de Freddy, Michael Myers. Michael Myers un petit peu, 78. Vite, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais comme tu dis, Martin, le boom, là, c'était 88. Là, il n'y a jamais eu de film plus populaire que les films d'horreur, tu sais, dans la fin des années 80. Mais comme Julien dit, tu sais, la formule, puis je suis complètement d'accord. Les années 70, les De Palma, les Scorsese, il n'y avait pas de formule. Pour moi, De Palma, c'est encore 80. Hein? C'est là où tu dis, il y a un passage, mais tu sais, De Palma, pour moi, c'est 80 en passant. Et il y a eu beaucoup de 70 aussi, bien sûr. Ben oui, ben tu sais, le Body Double, tu sais, tout le Carrie, tout ça. Mais moi, tu sais, pour revenir à la question de Martin, les années 80, pourquoi est-ce qu'on aime ça? Puis, je suis un peu comme toi, Julien, mais moi, je pars de 84 à 94. Tu sais, je pars de Ghostbusters jusqu'à Pulp Fiction, mettons, tu sais. Dans les films qui me font résonner. Puis, tu sais, après ça, comme on parlait tantôt... 5 ans en arrière, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est comme 80-90 que tu viens de dire. Mais c'est peut-être. J'ai pas l'impression que c'est. En tout cas, de toute façon, il faudrait regarder nos dates. Là, mais... Time-lapse. Ça doit être à cause du COVID. Peut-être je me trompe peut-être. Tu sais, moi, 90 ou 80 ou 2000, j'ai aucun problème à dire que j'adore les films commerciaux qui sortent, même présentement d'horreur. Je trouve que c'est très utile. J'adore Blue Mouse. Ils ont fait une bonne job. La seule chose, la grosse différence pour moi, c'est qu'un mauvais film d'horreur des années 2000, je vais vraiment trouver ça mauvais, puis j'aurai pas de plaisir à le regarder. Un mauvais film d'horreur des années 80, je vais quand même avoir un plaisir à le regarder. C'est ça la petite différence pour moi. J'ai comme l'impression, mais pas juste la nostalgie, il y a aussi la petite qualité cinématographique qui est pas la même que des années 2000. On dirait que des années 2000, ils sont arrivés puis on dit, OK, là, on peut faire ça avec des caméras digitales. Le numérique. Yeah, regarde, pense à Full Moon. 80's Power, mec! Yeah! C'est l'arrivée de la nouvelle technologie, d'après vous, qui a un petit peu gâché ça? Ou c'est la répétition ad nauseam de la formule? Parce que j'entends ce que tu dis, puis donc je pose la question, pourquoi, d'après toi, tu te plaisais plus à regarder les films de 80-90 d'horreur et 2000, là, tu t'es un peu lassé? Et là, j'ai entendu technologie, donc on peut facilement décapiter une tête parce qu'on peut le faire par ordinateur. Donc, on va être plus sur les faits que sur l'histoire. Ouais, je dirais que le fait aussi que les films des années 80 qui sont mauvais sont quand même tournés avec une high quality, sont tournés en pellicule quand 35, même, et tout en 35, tandis que là, souvent, tu vas regarder des films d'horreur indépendants qui sont tournés avec super low quality. Ouais, non, mais tu sais, une caméra 6D, puis je parle pas 6K, là, je parle de 6D, la caméra photo, la Canon, la Nikon quand ça sortit, les caméras DV, fait qu'on dirait que juste ça a fait comme vraiment dropper la qualité. Et le fait aussi que n'importe qui pouvait faire un film. Fait que ça coûte plus rien faire un film. Donc plus de mauvais films. Ouais, les films, ils sont peut-être plus mauvais encore. Mais en même temps, je suis surpris de t'entendre parler du choix de caméra parce qu'au contraire, c'est merveilleux. Parce que la technologie, on s'en fout. C'est comment tu racontes l'histoire. Ben oui. Donc, c'est Blair Witch Project avec un petit 16 mm ou 8 mm.
on s'en fout. C'est pas ça qui est intéressant, c'est la façon dont c'est raconté. C'est merveilleux, je suis sûr. Tu sais, je veux dire, comment il s'appelle? Michael Mann, qui tourne. Tu regardes ça, ces vidéos, c'est lettre à mort. Et pourtant, tu rentres dans l'histoire. Tu rentres dans l'histoire parce que les personnages sont bons, parce que l'histoire est bonne. Donc, j'ai de la misère à. Pour moi, c'est pas ça qui fait que 2000, 90, 80 sont les raisons de meilleur, moins bon. Je pense que on devait innover beaucoup plus avant. Ouais. On devait trouver des façons ingénieuses de faire les choses parce que quand C'était cher. on devait décider que tu appuyais sur un bouton puis ça faisait tel effet, ben, tout le monde a décidé d'appuyer sur ce bouton-là. Là, ça devient répétitif, ça devient plate, c'est plus la même chose. C'est mon impression. Et si l'histoire est bonne, si les acteurs sont bons, 6D, peu importe. 8 mm, whatever, c'est ça qui est cool et c'est ça ce que je disais plus tôt, c'est que ça se démocratise et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Beaucoup de gens. Je vais en profiter vite fait pour demander à nos auditeurs qu'est-ce que vous préférez, vous autres? Est-ce que vous êtes des fans des années 80 plus que des années 90, 2000, etc.? Ou est-ce que vous êtes le genre, moi j'aime n'importe quoi, tant si longtemps que c'est des films d'horreur? Répondez en commentaire. Yes. Écoute, on parle beaucoup, on est en train de. C'est rare, mais là, on dépasse notre temps d'habitude. Fait qu'il nous reste plus grand temps avant de sauter à l'anecdote. Mais je veux juste revenir sur Brain Freeze pendant un petit 5 minutes, mon Julien, qu'on parle de Brain Freeze et Fantasia. Tu sais, comme je disais en ouverture d'émission, c'est rare qu'un film québécois ouvre Fantasia. Et là, on a la possibilité d'avoir un film. Et en plus, des fois, il y a des films québécois qui ont ouvert Fantasia qui n'étaient pas vraiment des films fantastiques. C'était juste parce que c'était un film québécois. Des choses comme ça. Ouais, attends, la question, elle vient pas là. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu te sens là? T'es bien là ou pas? Écoute, je vais le dire simplement. C'était mon rêve, donc je me laisse aller. Et tu sais, ce qui me travaille, c'est comment est-ce que je vais mettre dans le temps qui me reste tout ce que j'ai envie de faire avant la sortie du film. C'est ça qui est la chose. Ah, je capote. C'est trippant, là, je capote, vraiment. Par curiosité, là, si, admettons, Brain Freeze devient un grand succès, est-ce que tu vas avoir tendance à plus rentrer dans le genre de l'horreur? Non, pas nécessairement. D'abord, tu sais, moi, si Brain Freeze devient un grand succès, d'abord, c'est quoi un grand succès? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de... En fait, c'est drôle parce que je disais à ma productrice cette semaine, je me suis dit, Chris, le plus dur, c'est de dire à son bébé, c'est bon, t'es assez grand, va-t'en. Il y a des gens qui vont te battre, il y a des gens qui vont te faire mal, il y a des gens qui vont être gentils avec toi, je peux plus rien pour toi. Juste vas-y. Et c'est ça qui est dur. C'est ça le plus dur. Lâcher prise. Est-ce que je vais faire un film d'horreur? Est-ce que je vais faire autre chose? Je n'ai aucune idée. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce film est devenu dans ma vie quelque chose de si symbolique, de si important, qui a pris tant d'ampleur. 9 ans. Oui, 9 ans, mais en plus, tout ce que j'ai appris là-dessus, humainement parlant, tout ce que j'ai... Tu sais, c'est tout ça qui fait que, tu sais, je laisse ça partir et je fais comme... Qu'est-ce que je fais après? Ça n'aura aucun lien avec le succès ou pas le succès de Brain Freeze. Moi, ce que je garde de Brain Freeze, c'est l'extraordinaire parcours, l'extraordinaire leçon de vie que ce film-là a été pour moi. Donc, voilà, je le mets sur un bateau comme Mowgli. Qui va l'attraper et comment ça va se passer? La seule chose dont je suis très content, c'est que personnellement, je l'aime, ce film-là. Et je dois dire, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie que je laisse partir quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, bien sûr que ça va me faire la peine si les gens ne l'aiment pas. Si tu veux, je vais peut-être en faire un autre film d'horreur.
Je vais peut-être faire un gros film de zombies. Je vais peut-être faire Zombie. Ouais. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun pour toi, c'est que, tu sais, moi, mon documentaire l'année passée a passé à Fantasia, mais en virtuel. Toi, tu as la chance d'être en plus, En d'être, présentiel. t'es C'est malade. à l'Impérial. Tu es à l'Impérial. là. C'est ça C'est qui est malade. intéressant. Ça, c'est fou, là. C'est probablement le plus beau cinéma à Montréal. En plus. Ah oui, c'est extraordinaire cette place-là. Alors, je vais dire comme toi, pour moi, l'Impérial a toujours été l'ultime cinéma. J'ai vu Alien 2, j'ai vu tout ça, puis c'était drôle parce que hier, j'étais avec mon mixeur Gavin, qui a mixé tous les grands films québécois, et je lui disais, écoute, on va être à l'Impérial, c'est fou. C'est où est-ce que j'ai vu Alien 2, le son est vraiment bon. Il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est quoi, le son, c'est vraiment de la barre dans l'Impérial. Lui a l'oreille, tu sais. Ouais, oui, c'est ça. Quand l'Impérial est sorti, c'était le premier digital sound surround et tout ça. Puis lui, il dit, il y a de l'écho partout, c'est de la barre, les trous, tu sais. Et là, maintenant, ils font les choses beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que oui, ce cinéma est mythique. Ouais. J'ai vu les films Aliens 2, j'ai vu ça, je m'en souviens. À l'époque, là. Ah, écoute, quand il a tranché le robot en deux, cette fête-là, je me souviens à quelle place j'étais assis quand ça s'est passé et le son que ça a fait. Maintenant, je vais revenir sur ton expérience de présenter ton documentaire qui n'était pas en présentiel, parce que j'ai dû y penser, parce que c'était pas évident, c'était pas sûr qu'on allait être Je trouve que le Festival Fantasia est probablement un des meilleurs festivals pour être en numérique. Et j'adore quelque part cette idée que n'importe qui peut acheter son billet et le regarder n'importe où. Et Cinéplex me demandait hier dans l'interview pourquoi les gens doivent aller voir ce film-là sur grand écran. Parce que le directeur photo a fait des images malades. Parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont malades. Parce que le son est travaillé de façon big. Tu sais, c'est un gros film. C'est un film de grand écran. Mais quelqu'un va le regarder sur un iPhone, je sais qu'il va l'apprécier aussi. Pas la fin du monde, tu sais. Mais aussi, je vais voir ça avec une foule. Je suis pas un puriste, mais je sais que ça va être beaucoup plus fun à voir sur grand écran. Écoute, Matrix, je l'ai vu sur grand écran dans une salle full. Jamais je revivrai cette expérience-là n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle salle. Exactement. Puis, qu'est-ce qui va être le fun avec tout ça, c'est qu'après ta projection, ta présentation, tu vas avoir plein d'anecdotes à compter, parce que là, on est rendu au bout de l'anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Cette semaine, à l'anecdote, OK, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée juste avant qu'on commence à tourner Hell to the Deadites, le documentaire, justement, parce qu'on tournait la suite de mon premier documentaire Under the Scares. On était dans une convention qui s'appelle Cinema Wasteland. Et l'équipe avec qui vient et qui tourne avec moi habituellement n'était pas disponible. Donc, je voulais absolument aller là, puis j'étais tout seul. Fait que le producteur du film, Glenn, s'est dit, ben écoute, moi, j'ai jamais été dans une convention, je vais venir avec toi, puis je vais aller te donner un coup de main. Et il y a une autre personne qui est venue avec nous, que je ne vais pas nommer son nom, parce que c'est la personne comme l'anecdote tourne autour, et je vais pas dire. Une anecdote gênante, ben, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive là-bas, puis on commence à faire des entrevues, tu sais, des entrevues avec Michael Berryman, Dee Wallace, si je me rappelle bien. Je ne sais pas si c'est cette année-là, en tout cas, je suis un peu actualisé. Avec moi, ça. Donc, on commence à tourner des entrevues et tout, et là, le vendredi soir, la personne qui était avec nous, qui est là, en fait, pour filmer, s'engueule au téléphone avec sa blonde dans les couloirs de l'hôtel. Puis on est en Ohio. Et là, il s'engueule, mais vraiment beaucoup. En français. Et là, tu as des Américains qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Fait que là, l'engueulade finit, etc. C'était le propriétaire d'un cinéma, lui, dans un petit village. Puis là, il était pas content pour qu'est-ce qu'elle avait fait, whatever. Et là, le soir, on est tous en bas en train de prendre une bière.
Et dans le lobby de l'hôtel, parce que dans les conventions, c'est comme ça. Et là, la police arrive. Et là, il y a des gens qui pointent dans ma direction. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ils pointaient en arrière de moi la dite personne. Et là, les policiers viennent. En fait, les Américains pensaient que c'était un Allemand qui était au téléphone puis qui criait. Et pour avoir disturb the peace puis everything, il a été jeté dehors de l'hôtel, mais ils l'ont emmené au poste de police. Et il a fallu le sortir du poste de police à 3 heures du matin. Là, il ne pouvait plus retourner à l'hôtel, fait que j'avais plus de caméraman pour tourner mes entrevues. Donc, il a fallu que je demande au producteur Glenn, écoute Glenn, tu vas t'asseoir, puis c'est toi qui vas poser les questions, puis je vais faire la caméra. Donc, c'est une anecdote qui était quand même assez bizarre. Et le pire dans tout ça, c'est que il a fallu payer sa caution pour qu'il sorte de là. Il a fallu payer son hôtel, son autre hôtel. Il a fallu qu'il passe 2 jours dans un autre hôtel. Et là, ensuite, il nous remboursait pas. Fait qu'il voulait rien savoir. Sauf que cette personne-là fait partie dans la ville où est-ce qu'il reste, était comme en politique et il s'en allait comme assistant au maire. Puis il a fallu qu'on lui dise écoute, si tu nous payes pas, il y a des journaux qui vont savoir que tu es en prison. Le lendemain, il y avait un chèque dans le mal. C'était très, très drôle. Bonne réponse. Écoute, c'est rapidement, c'est ma petite anecdote que je trouve très Est-ce que tu es en train de dire que les Américains trouvent que l'Allemand ressemble aux Québécois? I don't know, peut-être, mais je pense que c'était plus la façon qui criait et qui donnait des coups dans les murs. C'est la dernière fois que j'ai travaillé avec ce gars-là en passant. On dans les murs comme des Allemands. Moi, en tout cas, moi qui parle de Maniwakien, je pense qu'il penserait que je suis, je ne sais pas, moi, de l'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Il y a des fois aussi des Français de France qui pensent que le québécois, c'est de l'anglais. Hein. Non, c'est déjà arrivé. Laisse tomber les Français de France, ok, mec. Moi, je veux que Julien, il nous raconte une anecdote parce que je suis sûr qu'il en a des bonnes. Écoutez, je vais vous en raconter une sur Brain Freeze. Parfait. Vous savez qu'on a été arrêté à 5 jours de la fin de notre tournage. 5 jours, 4 jours en fait. Wow. Et un film d'hiver. Et donc, on est au mois de mars. C'est fini l'hiver, là. Déjà, on n'a plus de neige. Déjà, on capote parce qu'il n'y a pas de neige. J'ai un garçon de 15 ans qui est en train de buer. J'ai un bébé. Quand on fait un film avec des bébés, on utilise soit des jumelles, idéalement des triplets. Parce que quand il y en a un qui s'endort, tu prends l'autre, boum, tu mets là. Eux, ils continuent de grandir, là. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer le tournage. Fait que je capote. Et puis, au moment que ça a passé, on se dit, c'est quoi? On va faire la moitié, puis c'était les 4 scènes les plus importantes du film qui restaient à faire. Fait que, j'ai été obligé de montrer un premier montage à la Sodec qui était une catastrophe parce qu'il n'y avait pas de film. Et j'étais obligé de le montrer parce qu'il fallait avoir notre chèque. Fait que la Sodec regardait ça et c'était Et Barbara, qui est la productrice, en juillet, ils ont réouvert la possibilité de tourner. Et là, Barbara a dit, go, man, il faut y aller. J'appelle le garçon de 15 ans, je dis, parle-moi. Je veux écouter ta voix. Est-ce que tu as une moustache? Est-ce que tu es correct? Tu sais, la moustache, il peut la raser. Sa voix, je peux la tourner down. Et là, j'ai les 2 petites jumelles. Les jumelles, elles doivent marcher à 4 pattes. C'est ça qu'elles font tout le film. C'est le concept. Elles s'échappent. Elles sont à 4 pattes. Il avait appris à marcher. Et elles marchent. Ah non! Là, je fais calé, c'est style. Et, je te jure, écoute. 2 semaines avant le tournage, il y en a une des 2 qui se casse la jambe. Oh my God. Au moins, elle ne marchait plus, elle. Alors, ils lui mettent un plâtre et tout le film, elle a un habit neige. Fait que tu ne le vois pas, le plâtre. Ah! Fait que elle est obligée de marcher à 4 pattes. Et là, je fais comme, mais c'est sûr qu'ils vont penser que c'est moi qui l'ai fait.
ils vont venir, ça va sonner à ma porte, man, puis ils vont dire où étiez-vous tel jour à tel endroit où cette pauvre jumelle s'est cassé la jambe. Et dans le film, tu ne vas jamais le savoir qu'on a tourné plein de scènes en juillet, dont la scène d'ouverture qui est une fucking tempête de neige. Ah ouais, nice. C'est fou. On a été tellement chanceux. Et c'est difficile à dire, mais quand j'ai appris qu'elle s'était cassé la jambe, il fallait vraiment que je cache mon sourire. Pauvre petit. Merci. Montre-moi comment elle marche à quatre pattes. C'est pas. C'est bien. Hey, ça, c'est des anecdotes comme qu'on aime. Vraiment. Hey, écoute, on arrive à la fin du show, Julien. Merci vraiment d'avoir pris une petite heure de ton temps pour être avec nous ce soir. C'est super cool. Écoute, la première de Fantasia, ça va être incroyable. On va être là, nous autres. Hein? Vraiment hâte. Ben là, hors d'onde, Julien, j'ai quelque chose à te proposer. Je veux savoir si ça t'intéresse parce que tu sais que Sur la route de l'horreur, c'est un podcast, mais c'est aussi un show de TV qui va avoir sur Frisson TV où est-ce qu'on se promène. Puis là, on a comme un spécial un peu Fantasia. Fait que si tu acceptes, ça serait peut-être le fun d'aller voir, de te suivre un peu dans le backstage avant la première du film, mais on en reparlera. Super ouvert, n'importe quoi, ça va faire plaisir. J'ai beaucoup de plaisir avec vous. T'inquiète pas, appelle-moi, propose-moi, ça va être le fun. Cool. On se reparle ça hors d'onde, mais avant de se reparler de ça, ben, je vais faire mes petites annonces de merci beaucoup aux bières philosophales que je ne bois pas ce soir parce que j'ai eu ma dose de vaccin ce matin. Je veux pas pousser ma loque. Ça s'est bien passé quand même, Steve. J'ai pas si pire pendant l'épisode. J'ai chaud, là, tu peux pas t'imaginer. Ma chaise en cuir et je glisse présentement. Écoute, merci aux Films Fanatiques, Horreur Fanatique aussi, qui sont deux magasins super importants à Montréal, qui sont nos bons commanditaire et justement, il faut que j'aille au Film Fanatique et chez Horreur Fanatique en fin de semaine. Il faut que j'aille chercher mon coffret double de Scanner 1 et 2, Scanner Cup 1 et 2 qui est arrivé chez Film Fanatique. Tout le monde, on est sur Patreon. Allez nous voir sur Patreon. On met tout le temps plein d'extras. On a les hors-routes qu'on s'amuse pour le fun. YouTube, Facebook, Apple Podcasts. Je fais mon influencer présentement. Google, Spotify et les 25 autres plateformes que Martin nous a mis dessus que je pourrais même pas tout nommer parce que la plupart, je ne connais pas. Et pour ce faire, ben, je vais laisser le petit mot de la fin à Elzamblar qui va tenter de nous faire rire. Eh oui, non, je vais pas tenter. Ah non, oublie ça. Non, d'abord, je vais dire, comme on dit chez nous en bon français de France, comme dirait Christophe, Julien, pour Fantasia, je te dis merde. Ok? Ça, c'est bon. Mais je vais quand même vous en donner une petite dernière pour la route. Hein. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Vous savez pourquoi les zombies, ils sont capables de parler le latin? Non, aucune idée. Ben, c'est normal qu'ils y arrivent. C'est une langue morte.